Donald Trump qui continue de faire bouger les marchés avec pas mal de déclarations contradictoires, ça on s'y fait. Le président américain qui devait clarifier, expliquer, préciser sa pensée hier lors de son allocution devant les Américains. Tout ça était très attendu par les marchés financiers. Bonjour John. Bonjour David. John Plassa, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. John, c'est un peu la douche froide là, après si on voulait des éclaircissements, c'est raté. Son allocution a laissé quand même sans réponse les questions des investisseurs sur la durée de la guerre au Moyen-Orient. On n'est pas tellement avancé parce que finalement, le président américain a encore parlé de nouvelles menaces, si aucun accord était trouvé, de renvoyer les Iraniens à l'âge de pierre au cours des 2-3 prochaines semaines. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Moi, je suis un peu perdu, j'avoue. Écoutez, moi aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le message de lundi, donc c'était il n'y a pas très longtemps, de Donald Trump, c'était de trouver plus ou moins un accord, mais en tout cas de se retirer sur les 2 à 3 semaines, et que, en fait, le problème du détroit d'Ormuz qu'on connaît serait relégué d'une certaine manière aux autres membres de l'OTAN, et notamment les Européens et les pays du Golfe qui ont besoin, je cite, de l'énergie et d'autres ingrédients, d'autres matériaux qui passent à travers le détroit d'Ormuz. Et hier soir, dans une allocation assez courte pour Donald Trump, 19 minutes, le message, bien évidemment, est assez flou. Vous l'avez dit, on parle toujours d'une sortie de crise, en tout cas d'une sortie de l'Iran des États-Unis dans les 2 à 3 semaines, mais il n'y a pas de définition de la stratégie. Donc on ne sait pas comment ils vont sortir. Et puis évidemment, ça donne une incertitude pour les marchés. Alors qu'est-ce qu'on a vu immédiatement lorsqu'il y a eu ce discours ? Eh bien, le prix du baril, et notamment le prix du baril européen, le WTI, a touché un plus haut niveau historique de l'année. Et donc, on voit qu'actuellement, à l'heure où on parle, eh bien, on est à plus 7% aussi sur le Brent. Et d'un autre côté, on a une nouvelle tension sur les taux souverains, le rendement des taux souverains américains, par exemple, européens aussi, mais américains. Donc, on voit que ici, il n'a pas réussi à convaincre. Il a mis en avant qu'il y avait un succès militaire qui était évident, mais alors on sait qu'il y a des missiles, des drones et des infrastructures qui ont été éliminés, mais on a toujours un conflit actif. Après plus d'un mois de guerre, on a vu que le port de Dubaï avait été bombardé en début de semaine, donc on voit que les Iraniens sont bel et bien vivants. En plus, et je terminerai là-dessus, il y a 2 choses, le coût humain. Et vous savez que pour les Américains comme les Européens, mais peut-être surtout pour les Américains, eh bien, le président Trump avait dit qu'il y aurait un modèle, je cite toujours, de zéro perte, comme l'opération qui a eu lieu au Venezuela. Et là, on voit qu'on a plusieurs morts américains, plusieurs centaines de blessés, et bien évidemment, eh bien, la population locale qui a été bombardée. Et évidemment aussi, il faut en parler, le prix du gallon en moyenne aux États-Unis qui dépasse les $4. Et on sait que quand il dépasse les $4, ce prix du gallon, eh bien, ça a un impact direct sur la consommation de l'Américain. Mais ça, il le sait, mais il le voit, ça, Donald Trump. Donc quand il continue les menaces en disant « ramener les Iraniens à l'âge de pierre », qui ont répondu, rétorqué dans la foulée en disant « on n'a pas peur, on va vous frapper encore plus fort », on est toujours dans l'escalade aujourd'hui. Oui, clairement. Et en fait, il a dit sur la question du prix du baril qui lui avait été posée plus tôt dans la journée, il a dit que le prix du baril allait baisser immédiatement après qu'ils aient fait et je cite encore une fois, le nettoyage en Iran. Donc, il a cette vision, je dirais, assez naïve ou une vision qui n'est pas du tout stratégique, de se dire que c'est pas parce que eux ont, c'est-à-dire le problème du détroit d'Ormuz est donné d'une certaine manière comme une patate chaude, eh bien aux Européens et aux pays du Golfe, c'est pas pour ça que le prix du baril va baisser aux États-Unis. C'est pas parce qu'ils produisent et ils sont autosuffisants au niveau énergétique que les prix du baril vont baisser, parce que c'est un marché global. C'est comme si vous prenez l'exemple de l'or. Imaginez que les Brésiliens aient des mines d'or. C'est pas pour ça que l'or est moins cher au Brésil. Et c'est exactement la même chose. Et ça, on a l'impression, ça paraît totalement fou, mais on a l'impression qu'il ne le comprend pas. Bon.
Eh ben, vous allez lui expliquer, appelez-le. Bon, non, mais il y a une chose. Peut-être qu'il fait semblant, peut-être qu'il fait semblant de ne pas comprendre. Peut-être ça aussi. Non, parce que on a vu par exemple l'urée qui est utilisé dans les engrais azotés, qui est fondamental pour évidemment pour les pays pauvres et puis aussi pour les prix de la nourriture. Depuis le début de l'année, ça a monté de près de 110%. 110%. Donc ça a plus que doublé. On a vu que les prix de l'aluminium montaient. On a vu que ce n'était pas seulement focalisé sur le prix du baril. Ouais. Donc ici, on est dans une situation où la porte de sortie, elle est très fine parce qu'on estime, alors il faut faire attention avec les moyennes historiques, mais on estime que lorsque le prix du baril dans un conflit géopolitique monte ou reste élevé pendant un mois au moins, on commence à avoir des répercussions sur les chiffres, les statistiques économiques, donc de 1 à 3 mois sur les prix à la production et puis après 5 mois vraiment sur les prix à la consommation. Donc en fait, aujourd'hui, vous savez, on dit souvent que l'inflation, si on la regarde, notamment en Europe, elle est en dessous de 2%, mais vous posez cette question à n'importe qui dans la rue, il va vous dire, bien évidemment, elle est plus élevée que 2%. Et là, c'est la même chose aux États-Unis. L'inflation est assez contenue à 2,7%. Mais si vous demandez à un Américain s'il y a de l'inflation, il va vous dire oui. Et là, on aura la preuve sur laquelle il ne pourra pas revenir, Donald Trump, de dire oui, vous avez cette inflation qui est au-delà de 3%. Juste sur le calendrier, parce que Donald Trump a reparlé d'une sortie d'ici 2-3 semaines. La fin de conflit, on ne sait toujours pas évidemment, mais cet ultimatum du 6 avril, il est toujours en vigueur. Ultimatum sur la réouverture du détroit d'Ormuz, qui est toujours fermé, sauf pour quelques bateaux. Ultimatum qui a déjà été repoussé 2 fois. Oui, alors il ne va pas repousser cet ultimatum. Alors il faut dire juste une chose dans ce discours très flou, c'était que le 6, on n'a pas vraiment compris si c'était vraiment une échéance ou plus vraiment. Mais bon, disons que l'échéance est le 6, il est obligé, il ne peut pas repousser une nouvelle fois. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement bombarder certains sites, mais pas l'île de Kark, qui est fondamentale pour l'Iran. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, entre guillemets, le dernier joker, si on peut dire ça, de Donald Trump. Donc, mais je reste persuadé, c'est difficile, c'est vraiment mon sentiment, je reste persuadé qu'ils vont quitter l'Iran dans les 2 à 3 semaines, avec ou sans victoire militaire, comme il l'a dit, parce que de toute manière, la rhétorique peut changer, ils peuvent dire qu'ils ont changé le régime, etc., etc. Mais on sait par exemple que sur la question cruciale du nucléaire, on n'a toujours rien. Vous savez qu'on n'a pas eu d'intervention sur l'uranium enrichi qui est enterré à Isfahan, et on sait que ça prend plusieurs mois avant toute récupération possible. Donc là, on n'a rien eu. Donc on ne peut pas crier victoire sur les questions nucléaires qui, initialement, expliquaient l'intervention en Iran. Et donc ici, moi je pense qu'il va partir avec une rhétorique à la Donald Trump après 2 ou 3 semaines, mais le problème sera toujours là. Et je pense qu'on va régler le problème du détroit d'Ormuz, entre les alliés de Donald Trump, pas Donald Trump, mais les alliés de Donald Trump, c'est-à-dire l'Europe, qui se réunissent d'ailleurs à Londres, et qui vont négocier d'une certaine manière directement avec le gouvernement iranien. Et la leçon qu'on aura, qui est la plus importante de toutes, c'est que l'Iran, pour ceux qui ne le savaient pas, contrôle totalement le détroit d'Ormuz. Et je vous rappelle que dans les 5 points qu'avait mis en avant, 5 points d'accord potentiels qu'avait mis en avant l'Iran, l'Iran avait dit « Nous voulons officiellement le contrôle du détroit d'Ormuz ». Évidemment, personne n'acceptera, mais de facto, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Et maintenant, tout le monde le sait, et ceux qui se bandaient les yeux, ne peuvent plus le faire. John, avant de se quitter, on a vu que malgré les reculades, les contradictions de Donald Trump, ce que dit Donald Trump a toujours de l'effet sur les marchés. Il suscite toujours de la volatilité, même si on peut imaginer que les investisseurs en aient un peu marre. Oui, alors ici, on a l'impression, dans les rebonds très violents qu'on a eu en début de semaine, on a eu le Nasdaq qui a progressé en une séance de quasiment 4%. On a l'impression qu'il y a 2 choses. Il y a d'un côté l'aspect technique, c'est-à-dire ceux qui vendent le marché, qui shortent le marché, qui
font attention à n'importe quel petit mot de Donald Trump pour racheter leur position qu'ils avaient vendeuse. Et de l'autre côté, on a quand même l'impression que sur certains secteurs qui ont été frappés de plein fouet depuis le début de la guerre en Iran, c'est-à-dire je prends l'exemple des valeurs technologiques, des valeurs du software, même si là on avait aussi la menace de l'intelligence artificielle, mais on a eu des exagérations, et même sur le secteur du luxe, hein, regardez une valeur comme LVMH qui est au plus bas de l'année, de cette année, eh bien on a l'impression qu'on a envie d'y croire. On a envie de se dire, les indices qui perdent 7-8% depuis le début de l'année, voire plus en Europe, eh bien, on aimerait bien aller capturer un petit peu de croissance là, parce que effectivement, eh bien, la clé c'est Donald Trump, et on espère comprendre que pour lui, les marchés financiers sont importants parce que se joue la richesse de l'Américain. Vous savez que la majeure partie des Américains, ils ont des actions. Et les Américains, lorsqu'ils vont demander un crédit à la consommation en ayant un portefeuille bien garni dont la valeur est élevée, ils vont avoir plus de crédit. Et la deuxième chose, c'est évidemment les élections de mi-mandat. On imagine bien qu'il y a un marché financier qui baisse, d'autres personnes qui décèdent, etc., une inflation qui monte. Vous avez raison, John, vous avez raison, mais Donald Trump a dit hier, devant les Américains, Wall Street n'a pas beaucoup baissé, et il n'a pas tort. Il n'a pas tort, parce qu'on a baissé de 7-8%, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois, et ça c'est le marqueur, hein, à chaque fois que vous avez le rendement du 10 ans américain qui s'approche des 4,5%, là on est un tout petit peu plus bas, eh bien là, je peux vous dire qu'il y a un stress. Et la dernière fois que c'est arrivé, eh bien Donald Trump a fait son fameux discours où il a dit que ce serait fini dans 2 à 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'entre 4,5 et 5, allez, disons 4,5, eh bien, ça devient extrêmement compliqué pour l'Américain, pour les taux hypothécaires, par exemple, pour les prêts qu'ils doivent faire et rembourser, et en plus de la problème de l'inflation réelle, c'est-à-dire les prix à la pompe, la nourriture, etc. Donc, il comprend, et on se rappelle quand l'année passée, lorsqu'on était arrivé à 4,5%, vous aviez des dirigeants de banques comme Jamie Dimon, qui avait appelé directement Donald Trump en disant « il faut que tu te calmes, il faut que tu essayes de faire quelque chose parce que là, ça devient compliqué pour le consommateur américain et évidemment pour les revenus de la banque. » Ça, c'est une autre chose. Donc, on a effectivement des marqueurs très importants, et ce marqueur, c'est le 10 ans américain, avec toutes les conséquences que ça a, avec le 10 ans américain, l'inflation, et la crainte, bien évidemment, qu'on monte les taux. Et la crainte, vous savez ce que c'est, David ? C'est que la personne qu'a mis à la tête de la Fed Donald Trump, eh bien, potentiellement, son premier mouvement très rapide, ça pourrait être une hausse de taux. Donc, il n'a pas été nommé pour ça. Théoriquement, il n'a pas été nommé pour ça, même s'il est totalement censé être indépendant, etc. Donc, c'est là où il y a quand même quelque chose qui peut se retourner contre lui, et de comprendre en fait que la géopolitique, ce n'est pas la gestion d'une entreprise ou d'autre chose, bien évidemment. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Merci John. Salut. Merci David.